Je ne devrais pas t'enseigner ça. Pourtant, nous y voilà, face à une vérité que l'on cache parce qu'elle écorche l'orgueil et arrache les masques. Machiavel ne parle pas aux innocents, mais à ceux qui pressentent que la morale proclamée n'est souvent qu'un rideau, et que sous le rideau se joue la véritable mécanique des volontés. Si tu restes, tu vas entendre ce que les maîtres de façade ne disent jamais. Comment naît l'influence, comment elle s'entretient, comment elle se perd, et pourquoi tant d'âmes se condamnent par naïveté plutôt que par malice. Nous explorerons l'avertissement de Machiavel, non pour devenir cynique, mais pour cesser d'être aveugle. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire la phrase clé qui ouvrira la discussion et testera ton courage intérieur. Le vrai pouvoir commence par la lucidité. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une révélation silencieuse t'attend, une pièce manquante que peu osent t'affronter et qui, une fois comprise, changera ta manière de voir les hommes, les institutions et toi-même. Machiavel naît dans une Florence déchirée par les rivalités, au tournant du XVIe siècle où les cités s'espionnent, les alliances se brisent et l'idéalisme humaniste se heurte à la cruauté du réel. Secrétaire de chancellerie, il observe les coulisses du pouvoir, les promesses qui s'évaporent et les serments qui n'engagent que ceux qui y croient. Dans Le Prince et dans les discours, il sépare la vertu morale de l'efficacité politique, non pour glorifier la ruse, mais pour dévoiler la grammaire des actes qui produisent des conséquences. Ce savoir fut honni, parce qu'il dépouille l'ego de ses illusions consolantes et révèle que l'ordre n'est jamais garanti, qu'il se fabrique, se protège, se paie. Mal compris, on l'a réduit au cynisme, alors qu'il appelle d'abord à la lucidité, ensuite à la responsabilité. L'époque actuelle porte les mêmes blessures, langage saturé d'images, institutions fragilisées, identité en quête de reconnaissance et leaders confondant désir d'aimer et besoin d'être aimé. L'avertissement de Machiavel murmure ceci. Sans une vision froide de la nature humaine, la bonté se transforme en naïveté et la naïveté en servitude. Tu viens d'ouvrir une porte que beaucoup referment aussitôt, parce qu'elle sent la pierre froide et la responsabilité. Nous quittons les slogans pour regarder la mécanique intime qui déplace les êtres. Garde le cœur vivant, mais prête un œil sobre. Ce qui suit n'est pas une théorie, c'est une marche lucide pour ne plus te marcher dessus, enfin vraiment. Le premier principe que tu dois comprendre est la lucidité sans innocence. Cette manière d'observer les âmes en retirant le vernis flatteur qui rassure mais désarme. Ce que Machiavel suggère n'est pas la dureté, c'est l'exactitude. Reconnaître que l'humain n'agit pas selon ce qu'il proclame, mais selon ce qu'il craint, désire ou imagine perdre. Quand tu prends les mots pour des garanties, tu livres ton destin à la bonne foi d'autrui. Quand tu prends les actes pour des preuves, tu reprends tes clés. Regarde ce que les gens protègent, écoute ce qu'ils répètent, note ce qu'ils évitent. Là se cache leur loi intime. La lucidité refuse le confort des jugements rapides. Elle accepte l'ambivalence. La générosité peut masquer la soif de reconnaissance. La douceur peut abriter une volonté de contrôle. L'indignation peut n'être qu'une mise en scène. Ce réalisme n'éteint pas la bonté. Il lui donne des frontières, car la bonté sans contour devient une invitation aux prédateurs délicats, ces êtres qui ne mordent pas, mais poussent doucement jusqu'à te décaler de toi-même. Être lucide, c'est redevenir précis dans le choix de tes promesses, ferme dans la définition de ce que tu tolères, patient dans la vérification de ce qu'on te dit. Tu ne maudis plus la nature humaine, tu la mesures. Tu cesses de demander au monde d'être juste pour commencer à être juste avec toi. Tu te mets à prévoir les glissements possibles, non pour contrôler tout, mais pour ne pas te dissoudre. Alors naît une liberté discrète, celle de dire oui quand c'est juste et non quand la scène est truquée, sans colère, sans explication, avec la paix des gens qui voient clair. Tu apprendras à douter des emballements collectifs, à chercher les mécanismes derrière les slogans qui promettent le salut. Le deuxième principe que tu dois comprendre est la cartographie des désirs, car les décisions humaines suivent rarement la logique pure. Elles suivent des manques, des nostalgies, des appétits plus ou moins avoués.
Apprends à repérer ce qui attire les regards, ce qui épuise les forces, ce qui arrache les justifications. Un supérieur ne demande pas seulement des résultats, il cherche la sensation de contrôle. Un proche ne veut pas seulement être entendu, il veut sentir que sa place est sûre. Un rival ne cherche pas seulement à gagner, il veut que ta perte soit visible. Si tu observes ces aimants, tu vois la trajectoire probable des corps. Machiavel dirait « propose au désir un miroir ou un détour ». Le miroir, c'est offrir aux autres l'image où ils se reconnaissent, afin qu'ils avancent d'eux-mêmes dans la direction qui sert ton objectif légitime. Le détour, c'est offrir une alternative qui apaise sans t'enchaîner, afin que le besoin se calme sans te dévorer. Ne manipule pas pour le plaisir. Ajuste les énergies pour écarter la confusion et réduire les frictions. Interroge chaque scène. Quel besoin est en jeu, quel manque non dit gouverne cette insistance, quelle peur alimente ce discours. Ne crois pas que les désirs soient honteux. Ils sont des instruments. S'ils te gouvernent à ton insu, tu t'égares. Si tu les lis, tu temporises. La cartographie demande tact et pudeur, car l'aveu brutal humilie. Tu dois pouvoir comprendre sans exposer, réorienter sans blesser, refuser sans déclencher le ressentiment. C'est un art de chirurgien. Peu de gestes, précision. Lorsque tu sais où se trouvent les aimants invisibles, tu cesses d'être ballotté et tu deviens pilote, non pour dominer les autres, mais pour ne plus remettre ta boussole à la tempête du moment. Le troisième principe que tu dois comprendre est l'asymétrie de l'information, source discrète de l'avantage réel. Ce n'est pas la quantité de choses que tu sais qui t'aide, c'est ce que tu sais quand l'autre l'ignore encore. Ne cours pas après la transparence totale, elle rassure l'ego, mais affaiblit ta marge de manœuvre. Entretiens des zones de silence où mûrissent tes hypothèses, vérifie discrètement avant d'annoncer, laisse aux événements le temps de dévoiler ce qu'ils veulent dire. Celui qui parle trop tôt se lie à ses propres mots. Celui qui parle au bon moment transforme l'évidence en levier. Observe les agendas cachés, le rythme des réunions, l'ordre des sujets, les absences soudaines, les justifications trop polies. Apprendre à lire l'agenda, c'est apprendre à lire les priorités véritables. Machiavel recommande d'entretenir une opacité fonctionnelle, suffisamment de clarté pour inspirer confiance, suffisamment de réserve pour garder la main. Il ne s'agit pas de mensonge, mais de séquençage, d'un art du tempo. Tu testes, tu compares, tu recoupes, tu ne te presses pas de conclure. Dans un monde saturé de messages, celui qui dose ses mots crée la rareté et donc l'attention. N'oublie pas que beaucoup d'informations valent moins que la réputation de savoir. On consulte celui dont le silence donne le sentiment d'un discernement supérieur. Protège tes sources comme tu protèges tes frontières intérieures. Si tu promets l'anonymat, tiens parole. Si tu apprends quelque chose d'important, conserve la trace, distingue le bruit de l'indice, refuse l'emballement. Puis choisis le moment où l'alignement entre faits, besoins et opportunités devient vraiment clair. Alors ton intervention paraît naturelle et pourtant décisive, parce qu'elle arrive lorsque la pièce manquante est enfin visible pour toi seul et que chacun, sans t'en remercier, se met à suivre la trajectoire que tu avais préparée. Le quatrième principe que tu dois comprendre est que la réputation précède la présence et gouverne l'accueil réservé à tes actes. Elle est un capital lentement accumulé, rapidement entamé, difficilement restauré. Ne confonds pas visibilité et réputation. La visibilité est un volume, la réputation une densité. Travaille la cohérence, ce fil discret qui relie tes promesses, tes refus, tes délais, ta manière de réparer tes erreurs. Dans le doute, choisis la rareté. On respecte ce qui ne se livre pas à la demande. Évite l'excès de justification qui sonne comme une demande d'acquittement. Préfère la clarté brève, puis l'action qui confirme. La générosité mal dosée te rend redevable. Celle qui est cadrée construit l'estime. Apprends à dire non sans t'excuser de vivre. Un refus sobre protège ta trajectoire. Si tu dois corriger une faute, fais-le rapidement sans chercher d'alliés pour partager la responsabilité. La réputation aime les gestes nets. Ne prête pas ton nom à ce que tu ne contrôles pas. Dans les tempêtes, garde une partie de toi inaccessible, non par dureté,
mais pour préserver l'espace d'où naissent les décisions justes. Souviens-toi qu'un seul secret bien gardé peut valoir davantage qu'un long plaidoyer. Machiavel dirait « Fais en sorte que l'on craigne surtout de te décevoir plutôt que de te contrarier, car la peur respectueuse ne se fonde pas sur la menace, mais sur la certitude que tu tiens parole, que tu termines ce que tu commences et que tu ne cours pas après l'approbation. » Avec le temps, cette constance devient un halo protecteur. On t'attaque moins, on te sollicite mieux, on t'écoute davantage. Et quand il faut trancher, ta voix pèse parce qu'elle vient d'un centre plus dense que le vacarme ambiant. Traite chaque promesse comme un contrat sacré signé avec toi seul. Le 5e principe que tu dois comprendre est la maîtrise des perceptions, car les faits ne voyagent jamais seuls. Ils arrivent enveloppés d'un cadre, d'une histoire, d'une attente. Celui qui propose le cadre gagne souvent la partie sans que personne ne l'annonce. Commence par définir la question avant de fournir la réponse, sinon tu te bats sur le terrain de l'autre. Reformule sobrement. Quel est le problème exact? Quelle est la conséquence si rien ne change? Quel critère décidera que la solution est bonne? Parle le langage des causes et des effets, non celui des intentions. La première impression existe, mais la seconde impression la peut corriger si ta constance stabilise les esprits. Évite le surjeu, car l'excès d'émotion paraît suspect. Préfère la calme intensité. Réduis le bruit. Peu de mots, un axe clair, des délais tenus. Si tu dois présenter une idée difficile, prépare le terrain par petites évidences successives afin que la pensée arrive d'elle-même chez ton interlocuteur et qu'il puisse se l'approprier. Ne te bats pas contre chaque perception contraire. Certaines s'éteignent lorsque tu avances sans t'y accrocher. Laisse aux autres la dignité d'évoluer sans humiliation. Et souviens-toi de ceci. Il ne s'agit pas d'illusionner, mais d'orienter l'attention vers ce qui compte vraiment. Quand l'attention est bien posée, les peurs diminuent, les calculs cessent de parasiter. L'espace décisionnel s'éclaire. Alors ton simple calme devient force d'entraînement, et ta parole, parce qu'elle n'exagère pas, gagne un poids inattendu. Teste-le dès aujourd'hui dans une scène modeste de ton quotidien. Sans forcer. Pour toi qui écoutes, voici la question qui peut guider un pas intérieur. Dans la dernière discussion où tu t'es senti incompris, quel cadre avais-tu laissé à l'autre? Et quel cadre aurais-tu pu proposer pour que la réalité parle d'elle-même? Le 6e principe que tu dois comprendre est l'art du silence et de la latence. Cette capacité de retenir une réponse afin que la vérité ait le temps de se montrer. Le monde te pousse à commenter tout, immédiatement, pour prouver que tu existes, résiste. Le silence stratégique n'est pas un vide, c'est une chambre d'écho où retombent les poussières du tumulte. Quand tu attends, tu vois qui s'impatiente, qui se contredit, qui cherche à te mettre en faute par précipitation. Diffère l'engagement tant que les données sont floues. Pose une question simple et observe ce que la scène révèle. Plus la question est calme, plus le masque glisse. Dans les conflits, ralentis la cadence, refuse les ultimatums qui ferment l'intelligence, demande des critères clairs et des échéances raisonnables. Le temps est un allié quand il est choisi, un ennemi quand il t'est imposé. Machiavel conseille la lenteur dans l'observation et la vitesse dans l'exécution. Apprends à mesurer longtemps, puis tranche net. Ne confonds pas lenteur et procrastination. La première cherche la justesse, la seconde fuit la responsabilité. Entraîne-toi à formuler des réponses tardives et denses plutôt que des réactions rapides et creuses. Relis avant d'envoyer, dors avant de décider, marche avant de parler. De ce rythme naît une souveraineté tranquille. Tu n'es plus tiré comme une cloche par la corde des autres. Et lorsque tu romps le silence, fais-le sans vengeance. Offre un point, une raison, un geste. Alors souvent, rien d'autre n'est nécessaire. La situation s'aligne d'elle-même. Non parce que tu as écrasé l'opposition, mais parce que tu as laissé les illusions se dissiper avant de poser l'acte juste. Tu laisses les égos s'user entre eux, tu gardes l'initiative. Et tu rappelles que choisir son rythme, c'est choisir sa vie, simplement. Le 7e principe que tu dois comprendre est le calcul des coûts, non pas ces colonnes froides qui justifient l'égoïsme, mais la lucidité tranchante
qui distingue ce qui est souhaitable de ce qui est viable. Chaque choix a un prix, visible ou retardé. Tu peux payer en argent, en énergie, en réputation, en liberté, en sommeil, en audace. Tu ne peux pas ne pas payer. Dire oui à tout, c'est dire non à toi. Machiavel enseigne de préférer la perte contrôlée au chaos sentimental. Définis à l'avance ce que tu es prêt à sacrifier et ce qui demeure non négociable. S'il faut décevoir, fais-le tôt. S'il faut couper, coupe net. S'il faut attendre, attends le moment où le coup bascule en ta faveur. Ce réalisme n'est pas cynique, il est hygiénique. Il t'empêche l'hémorragie invisible des petites concessions successives. Calcule aussi le coût de ne rien faire, souvent plus lourd que l'effort nécessaire. Ne confonds pas obstination et fidélité. La première s'entête, la seconde persévère avec discernement. Quand tu tiens une ligne claire, tu économises des négociations internes interminables. Tu dors mieux, tu parles moins, tu agis davantage. Si l'on te reproche ta fermeté, offre des critères, pas des excuses. Lorsque tu paies un prix, paie-le une fois, consciemment, et transforme le paiement en acte fondateur. Désormais, tu sais qui tu es, ce que tu refuses, où tu vas. Alors ton entourage s'ajuste, certains s'éloignent, d'autres s'approchent, et toi, tu avances plus léger, parce que chaque oui n'est plus une fuite, mais une décision alignée sur ta mission. Note par écrit tes critères, relis-les avant chaque engagement, et rappelle-toi que différer peut être un coup caché qui mange tes saisons. Le courage consiste souvent à payer maintenant pour ne pas payer davantage demain. Vraiment. Le 8e principe que tu dois comprendre est l'architecture des alliances et des dépendances. Personne ne grandit seul, mais beaucoup se lient mal. On confond amitié et contrat, affection et intérêt, loyauté et captivité. Ton but n'est pas d'éviter les alliances, c'est de les tisser de façon à garder des issues, à répartir les risques, à pouvoir dire non sans exploser le pont. Choisis des partenaires qui gagnent quand tu gagnes, non des spectateurs qui ne vivent que de ta progression. Établis des accords clairs, écrits si possible, simples toujours, avec des points de révision. Offre la réciprocité à la hauteur du service, mais refuse la dette diffuse qui ne finit jamais. Fais circuler l'information utile, protège l'information vitale, et sache remercier publiquement ceux qui te renforcent vraiment. Machiavel indiquerait ceci: évite d'être l'unique pilier d'un système qui t'épuise. Construis des redondances, des relais, des alternatives. Ne fixe pas ton avenir sur une seule faveur. Diversifie tes attaches, sinon tu achètes la peur de perdre. Dans les moments tendus, garde un canal privé avec chaque allié, car les foules déforment les intentions et les malentendus s'y propagent comme des incendies. Reste capable de quitter une alliance qui tourne à la servitude polie. On te respectera davantage si ton oui ne s'achète pas au prix de ta dignité. Souviens-toi, la dépendance te promet la sécurité et te prend la liberté. L'interdépendance te demande la responsabilité et t'offre la force. Choisis la seconde, avec tact et fermeté, afin que tes liens, loin de t'étrangler, servent ton axe et protègent ta trajectoire au lieu de la tordre au gré des besoins d'autrui. Clarifie dès l'entrée ce qui sera partagé, ce qui restera propre et ce qui sera dissous au terme de l'accord. La clarté protège chacun, vraiment. Le 9e principe que tu dois comprendre est la discipline émotionnelle, non pour devenir de pierre, mais pour éviter d'être l'esclave d'un feu mal dirigé. La colère, la peur, la vanité, la hâte, le besoin d'être célébré forment un attelage instable qui renverse les décisions au moment décisif. Tu n'as pas à supprimer ces forces, tu dois les atteler à ton char, c'est différent. Ritualise des espaces où la pression descend. Marcher sans écran, écrire au réveil, respirer plus lentement que ta pensée, pratiquer des jeûnes d'opinion. Ces gestes simples déposent un plomb doux sur les vagues internes et te rendent plus lourd que le vent. Machiavel ne loue pas l'insensibilité, il prône la maîtrise. Plus tu t'ordonnes, moins tu te vends au premier flatteur venu. Dans les affrontements, garde une marge de silence avant chaque réponse et retiens-toi de confier ton honneur à la réaction brillante. Préserve la confidentialité de tes blessures, car les offrir aux foules, c'est livrer ton gouvernail. Investis dans la forme. Sommeil, sobriété,
compagnie choisie, œuvre qui élargisse ton regard. Ne cherche pas l'héroïsme quotidien, cherche la constance. Lorsque l'émotion monte, nomme-la, puis ramène-la à sa juste place, conseillère, non souveraine. Tu découvriras alors un pouvoir tranquille, presque invisible. Les mêmes provocations glissent, les mêmes tentations se fatiguent, les mêmes défis deviennent solvables. Et ceux qui te veulent instable se lasseront de te trouver stable. Non pas froid, mais habité, non pas métallique, mais accordé, non pas distant, mais présent, avec une densité qui force le respect, sans réclamer l'admiration. Souviens-toi que la plupart des drames viennent d'une phrase envoyée trop vite ou d'un geste dicté par l'orgueil. Note-la, relis-la, attends, puis choisis la version qui sert ta paix et ton but. Garde vraiment la main. Le 10e principe que tu dois comprendre est le serment intérieur, cette promesse muette qui relie tes actes à une loi personnelle plus haute que la météo des humeurs. Sans ce serment, tu te disperses, tu négocies à chaque carrefour, tu laisses les circonstances décider de ce que tu deviens. Avec lui, tu réduis les options pour agrandir la liberté. Écris ton axe en peu de mots. Ce que tu sers, ce que tu refuses, ce que tu protèges, ce que tu veux laisser derrière toi en quittant la scène. Ne cherche pas l'accord universel, cherche l'accord intérieur. Quand on te jugera froid, rappelle-toi que la chaleur superficielle sert souvent à acheter l'adhésion. Quand on te trouvera exigeant, souviens-toi que l'indulgence totale cache parfois une peur d'être clair. Ton serment est ta boussole quand les lumières extérieures s'éteignent. Il te permet de supporter l'inconfort d'être mal compris sans te justifier en permanence. Machiavel enseigne que les peuples suivent ceux qui tiennent une ligne. Les foules pardonnent la force quand elle est ordonnée au bien commun et qu'elle ne se vend pas. Garde ton oui précieux, ton non paisible, ta parole sobre. Et lorsque tu dois choisir entre plaire et bâtir, choisis de bâtir, car tu servirais mal le monde en demeurant aimable mais inutile. Le serment intérieur n'est pas une posture, c'est une fidélité concrète au réel. Tu honores ta mission, tu répares ce qui peut l'être, tu congédies ce qui l'empêche, et tu avances, sans haine, avec cette gravité simple qui fait taire les opinions quand l'essentiel apparaît. Relis-le lors des heures troubles, ajuste la formulation sans trahir le noyau, et confie-le à ceux qui comprennent le poids des promesses. Ainsi, même seul, tu ne chancelles pas, car tu marches accompagné par ta parole tenue. Nous avons ouvert le mécanisme visible. Avançons maintenant dans ces chambres secrètes, là où les nuances décident du destin. Ne cherche pas des recettes, cherche des angles, des seuils, des marges, où une décision pèse davantage qu'un discours. Ce passage ne promet pas la pureté, il promet la lucidité qui protège la bonté lorsqu'elle traverse la tempête, pleinement éveillée. Le premier mouvement caché que tu dois regarder sans détour est l'ambivalence du bien, cette zone grise où la vertu proclamée et l'efficacité réelle ne s'embrassent pas toujours. Beaucoup confondent la bonne intention avec le bon effet. Ils s'offrent des motifs nobles pour éviter d'examiner les conséquences. Machiavel avertit que la bonté sans stratégie s'épuise, se fait déborder par des acteurs moins scrupuleux, puis se retourne en amertume. Il n'attaque pas la bonté, il attaque la naïveté qui la rend stérile. Dans la cité qu'il observe, des réformes généreuses échouent parce qu'elles ignorent les intérêts en place, les vanités froissées, la résistance des habitudes. Tu crois agir pour le bien commun et tu négliges de construire des garde-fous. Bientôt des jeux d'alliance détournent ta réforme et ce que tu voulais protéger se défait. Découvre alors l'utilité paradoxale d'un moindre mal choisi. Une concession précise peut préserver un résultat plus grand. Ce réalisme ne légitime pas toutes les ruses. Il impose une hiérarchie des biens. Demande-toi quel bien tu veux absolument sauver, puis quel mal supportable tu acceptes pour éviter un mal plus lourd. Entre l'innocence et la corruption, existe une voie étroite, celle de la bonté armée, disciplinée par des conditions. Elle exige de nommer les forces en présence, d'anticiper leur riposte, de prévoir des compensations. Dans la vie intérieure, cela signifie protéger le temps, filtrer les sollicitations, refuser la culpabilité qui gouverne tes choix. Dans le travail, cela signifie associer les opposants modérés,
rassurer l'utile, isoler les saboteurs patients. Tu ne trahis pas ta conscience en devenant habile. Le bien durable n'est pas celui qui se raconte le plus fort, c'est celui qui se construit avec des charnières, des seuils, des défenses, afin que la tempête ne l'emporte pas au premier cri. Le deuxième mouvement caché concerne l'économie des signes, cet art de gérer les apparences infimes qui coûtent peu, mais orientent fortement les interprétations. Le désintéressement proclamé est souvent un masque. Le vrai désintéressement parle par l'épargne des gestes, par la mesure des bénéfices que l'on refuse. Machiavel observe que les peuples scrutent les signaux faibles plus que les déclarations grandioses. Un renoncement calculé vaut parfois 1000 promesses. Garde donc une comptabilité des signes. Quelles invitations déclines-tu? Quelles faveurs renvoies-tu? Quelles priorités rends-tu visibles sans discours? Ces micro-choix composent la musique de fond de ta réputation. Ne fabrique pas la pénurie artificielle. Crée la clarté. Montre où tu mets ton temps, car le temps révèle les loyautés. Apprends aussi la valeur du contre-signe. Accomplir un geste inattendu qui dément une rumeur sans en parler. Un bienfait offert discrètement au bénéfice d'un adversaire raisonnable coupe la route aux accusations de dureté et te donne la main sur le récit. Dans les institutions, l'économie des signes règle l'ordre des sièges, la longueur des échanges, la politesse accordée à ceux qui ne peuvent rien pour toi. Dans le cercle intime, elle habite l'attention répétée, la manière de t'excuser sans te prosterner, le soin de ne pas promettre au-delà de ta force. Le masque du désintéressement se perce lorsque les signes ne s'accordent pas avec les coups assumés. Celui qui parle d'altruisme mais empile les avantages visibles demande en réalité une rente morale. Ne le combat pas en le dénonçant. Oppose-lui une conduite réglée. Les signes s'additionnent, puis deviennent paysages, puis deviennent lois tacites. Qui sait compter les signes gouverne les attentes, non par ruse grossière, mais par la continuité de gestes sobres qui disent ce que tu sers vraiment. Agis ainsi. Le troisième mouvement caché est la clémence calculée, non cette indulgence molle qui ajourne les conflits, mais une manière d'épargner au moment juste afin de stabiliser l'ensemble. Dans l'histoire, Machiavel loue parfois la sévérité rapide, qui empêche la cruauté diffuse, mais il montre surtout que la clémence peut acheter du temps, créer une dette non humiliante et pacifier les spectateurs. La dureté spectaculaire nourrit la peur, mais engendre des coalitions secrètes. La clémence ciblée désarme sans fabriquer des martyrs. Pour pratiquer cette vertu exigeante, distingue les fautes réversibles des gestes irrémédiables, les erreurs de jeunesse, des trahisons délibérées, la maladresse, de la duplicité. Épargne là où l'exemple réformera mieux que la sanction, tranche là où l'exemple manquerait sa cible. La clémence calculée implique aussi de protéger publiquement un subalterne attaqué pour masquer une responsabilité plus haute, puis de corriger en privé ce qui doit l'être. Tu gagnes le respect des témoins, tu conserves la vérité des faits, tu préserves la chaleur d'un collectif. Dans la vie personnelle, elle consiste à ne pas charger la colère d'un passé entier, à isoler l'acte, à proposer une réparation concrète avec un horizon clair. Elle ne pardonne pas pour acheter la paix, elle pardonne pour rendre possible la discipline commune. Un fait méconnu, le Machiavel dramaturge fait jouer la miséricorde dans une comédie, montrant que la grâce devient efficace lorsqu'elle ne s'exhibe pas. Clémencer, c'est accepter un coup immédiat afin d'économiser une guerre prolongée. Cette économie demande courage, car les spectateurs pressent la main lourde et comprennent la patience. Reste ferme sur la limite, doux sur la personne, clair sur le prochain pas. Alors la clémence cesse d'être faiblesse. Elle devient une géométrie morale qui retient les extrêmes et maintient le navire dans le chenal, malgré les courants contraires. Le quatrième mouvement caché est la contagion des affects, cette mécanique par laquelle une foule amplifie les émotions et écrase les nuances. Machiavel savait déjà que les peuples oscillent entre espérance et peur, et que la stabilité dépend du canal où l'on verse ses énergies. Une émotion collective ne se dissout pas par contradiction frontale, elle se détourne par encadrement, rythme et symbole. Le meneur maladroit apporte des arguments, le meneur lucide offre des repères, des délais, un récit simple qui rationalise l'attente. Dans une réunion,
Un silence tenu quelques secondes avant de répondre baisse la température. Dans un conflit, une reconnaissance brève de la blessure permet à l'intellect de revenir à sa place. Dans la cité florentine, les processions, les bannières, les annonces à heure fixe ritualisaient les passions pour éviter l'embrasement. Fait peu commenté, Machiavel recommande la milice citoyenne justement parce qu'elle canalise l'ardeur en responsabilité et brise l'emprise des mercenaires. Applique ce principe aujourd'hui, crée des cadres temporels, des règles d'intervention, des points de contrôle dont chacun connaît l'existence. Diffuse la complexité par doses courtes, sinon l'angoisse la rejette. Dans ta vie intérieure, identifie la foule qui t'habite, les voix exagérées qui réclament, jugent, comparent, instituent des heures pour les écouter, puis ferme la séance. Sans cadre, l'âme devient place publique. Le pouvoir sur les foules n'est pas domination, c'est hygiène. Tu refuses l'hystérie qui dévore le sens. Tu offres une cadence. Tu rappelles le cap. Alors, même quand la marée monte, l'encre tient parce que tu as prévu, non des sermons, mais des rythmes. Et la foule, n'obtenant plus de récompense à l'excès, se calme, se recentre, retrouve l'usage de la raison commune qui distingue le bruit utile du vacarme destructeur. Ainsi, la parole utile retrouve un passage clair et stable. Le 5e mouvement caché est la puissance des seuils et des rituels d'entrée. Ce que tu laisses franchir sans forme te gouverne sans forme. Les cités sages n'ouvrent pas leurs portes à la hâte. Elles organisent gaffe des passages, des serments, des délais, afin que l'honneur des uns n'écrase pas la sécurité des autres. Dans une organisation, le seuil se nomme période d'essai, parrainage, droit d'accès limité, mandat révisable. Dans l'intime, il se nomme connaissance progressive, clair langage, prudence dans les confidences, refus des promesses précipitées. Un seuil n'est pas une barrière hostile, c'est une pédagogie de la confiance. Il protège le dedans contre la confusion venue du dehors, il protège aussi le dehors contre les illusions nées du dedans. Machiavel note que les gouvernants imprudents se perdent en accordant des faveurs sans cadre, puis en découvrant tard les dépendances créées. Le seuil bien conçu éduque les attentes, révèle les motivations, montre qui accepte la loi commune. Ritualise donc l'entrée. Définir la responsabilité, préciser les limites, annoncer les revues régulières, rappeler le droit de sortie sans drame. Plus un seuil est clair, moins les conflits sont théâtraux. Dans ta vie, invente des rituels décisifs, délai de réflexion avant chaque collaboration, test discret qui vérifie la parole, espace d'essai où les égos s'ajustent. Résiste au charme de l'enthousiasme immédiat, car les promesses nées dans la vitesse exigent souvent des rançons durables. Un seuil n'humilie pas. Il reconnaît que la confiance demande du temps et que les personnalités doivent se roder. Fais-le simple, visible, constant. Et rappelle-toi cette règle tranquille. Ce que tu fais entrer sans seuil te coûtera davantage pour sortir. Écris en commentaire la phrase clé qui ancre ce mouvement intérieur. La confiance se mérite, le seuil protège la paix. Le 6e mouvement caché est l'art du retrait stratégique, souvent confondu avec la fuite alors qu'il constitue une recomposition des forces. Quitter une scène n'est pas perdre. C'est refuser de subventionner un jeu dont les règles étouffent l'essentiel. Machiavel l'enseigne entre les lignes. Lorsqu'une position ne permet plus d'agir, il faut suspendre l'orgueil, se retirer, reconstruire ses appuis, revenir autrement. Le retrait protège la réputation contre l'usure, protège le jugement contre la rancœur, protège l'énergie contre les demandes interminables. Il se prépare en amont par des issues, par des alliances alternatives, par une économie personnelle qui laisse de la marge. Parfois, le retrait prend la forme d'une délégation. Tu confies une négociation à un tiers, tu fais circuler une idée par une autre voie, tu laisses un adversaire récolter l'honneur d'une solution que tu as rendue possible. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné du silence pour agir ailleurs. Dans la vie intérieure, le retrait consiste à sortir d'un dialogue intérieur stérile, à marcher sans argumenter, à laisser la poussière retomber avant de juger. Dans la vie sociale, il consiste à accepter l'incompréhension provisoire plutôt que d'acheter l'adhésion par un excès d'explication.
Un fait peu connu. Lorsque la République florentine bascule, Machiavel, privé d'office, n'écrit pas une plainte. Il se retire à la campagne, étudie, rédige, refonde sa puissance dans le langage. Le retrait stratégique n'est donc pas un trou noir, c'est un atelier. Tu y ajustes tes critères, tu réduis les obligations inutiles, tu nommes les attachements qui te gouvernent, puis tu reviens avec une offre ferme, vraie. Le monde pensera que tu as disparu. En réalité, tu as cessé d'être disponible au gaspillage. Et lorsque tu réapparais, la scène semble nouvelle parce que tu as cessé d'y porter l'ancien toi. Le 7e mouvement caché est le secret comme don structurant. On croit souvent que le secret sert à couvrir la faute. Il peut servir à préserver la fécondité d'un projet naissant, à protéger une relation fragile, à laisser une idée mûrir sans exposition prématurée. Machiavel distinguait l'opacité de la dissimulation. La première ajuste le tempo, la seconde trahit la confiance. Tu dois apprendre à tenir un espace réservé où ta parole gagne en densité, non pour exclure, mais pour mieux offrir. Un secret bien gardé devient une promesse tenue, un cercle de confiance, un foyer d'autonomie. Sans ce noyau, tu te disperses, tu deviens dépendant des avis, tu te vends par besoin d'approbation. Dans les institutions, le secret protège les négociations délicates, évite les paniques, permet des concessions réciproques sans humiliation publique. Dans la vie intime, il garde la pudeur, empêche la mise en scène des blessures, préserve la dignité des étapes. Fait méconnu, le secrétaire florentin maniait des dépêches chiffrées et savait qu'une lettre bien gardée vaut plus qu'une déclaration éclatante. Qu'enseigne cela aujourd'hui ? Choisis ce que tu diras et ce que tu garderas, annonce la règle, puis respecte-la. Si l'on te confie une parole, protège-la comme la tienne. Si tu découvriras une faille, corrige-la sans exposer l'ami. Le secret n'est pas un coffre fermé, c'est un jardin où l'on invite au moment juste. Il exige discipline, calendrier, mémoire. Il autorise aussi la joie, car donner au bon moment augmente la valeur du don. Tu découvriras alors que la confiance grandit autour de toi, non par spectaculaire transparence, mais par fiabilité. Et tu remarqueras qu'en offrant moins de bruit, tu offres davantage de substance, et que ceux qui te fréquentent respirent mieux parce qu'ils savent qu'ici, la parole trouve asile. Le 8e mouvement caché est l'ego collectif, cette image flatteuse qu'un groupe se raconte jusqu'à oublier les faits qui la contredisent. Une équipe, une famille, une communauté peut se persuader de sa bonté, de sa lucidité, de sa singularité, et punir doucement tout regard qui nuance cette fable. Machiavel connaît cette pente, les conseils qui n'osent plus contredire, les applaudissements automatiques, les boucs émissaires commodes. Le remède n'est pas l'humiliation publique, c'est l'introduction régulière d'un miroir externe et d'un droit au doute. Désigne un contradicteur, change de métrique, demande des faits, institue des revues anonymes, écoute ceux qui n'osent pas parler devant les chefs. Tu perdras un confort, tu gagneras une boussole. L'ego collectif se nourrit de comparaisons flatteuses, rompt la spirale en substituant des critères concrets et des tâches vérifiables. Rappelle que la loyauté n'est pas l'adoration, qu'aimer une maison, c'est veiller à ses fissures. Fait rarement rappeler. Machiavel préfère les critiques ouvertes aux flatteries cachées, car elles permettent d'ajuster avant le désastre. Dans la vie intérieure, l'ego collectif prend la forme de la tribu imaginaire à laquelle tu prêtes un jugement permanent. Tu te conformes à des attentes supposées et tu oublies ta mission. Décris clairement le périmètre où tu acceptes le regard des autres et ferme la porte au bruit qui te réduit. Dans le monde, bâtis des rituels de vérité. Indicateurs publics, décisions motivées, retour d'expérience utile. Apprends à remercier celui qui te contredit avec respect. Il préserve la maison. Si l'ego collectif refuse toute révision, sors dignement, car rester devient une adoration stérile. Tu n'es pas né pour entretenir une image, tu es né pour servir un axe. Lorsque l'image se soumet à l'axe, la communauté s'allège, se corrige et retrouve la joie d'agir juste. Rien de plus. Le 9e mouvement caché est la distinction entre fiction nécessaire et mensonge corrosif. Les sociétés se tiennent grâce à des récits communs qui orientent les comportements, donnent sens aux sacrifices et organisent les attentes. Supprimer toute fiction ne purifie pas le réel.
cela dissout le lien. Mais tolérer le mensonge détruit la confiance et entraîne la vengeance. Machiavel n'ignore pas la puissance des symboles, des cérémonies, des mythes politiques. Il voit qu'ils éduquent les passions lorsque la raison ne suffit pas. La question n'est donc pas d'abolir les fictions, mais de choisir celles qui élèvent sans tromper. Une fiction nécessaire avoue qu'elle est une image, comme la figure d'un fondateur, un serment, une devise. Elle propose un horizon et laisse place au débat. Un mensonge nie sa nature, mutile les faits, exige l'adoration. Dans les organisations, une vision inspirante qui assume ses limites vaut mieux qu'une promesse magique. Dans la vie, un rite personnel qui rappelle ton cap vaut mieux qu'une posture creuse, répétée, pour paraître sérieux. Fait discret. Machiavel s'oppose aux prédictions superstitieuses, mais étudie comment la foi, bien utilisée, unifie des citoyens dispersés. Choisis donc des fictions sobres, vérifiables par leurs fruits, capables de se corriger. Expose les mensonges poliment, mais ne les finance pas. Rappelle cette règle simple. Tout récit qui t'interdit de poser des questions te prépare à obéir sans comprendre. Inversement, tout récit qui t'aide à choisir, à servir, à réparer, mérite d'être gardé. Tu découvriras alors que l'âme a besoin d'images, non pour s'endormir, mais pour se rassembler. Sans elles, le quotidien disperse. Avec elles, il s'ordonne. Écris ta devise, garde ton rite, vérifie tes fruits, et refuse la magie des slogans qui vantent l'exemption de réalité contre l'abdication de ta liberté. Marche avec des images honnêtes. Seulement. Le 10e mouvement caché, c'est le temps long, cette patience dure qui construit des formes capables de résister aux humeurs. Machiavel distingue la vertu, énergie ordonnée, et la fortuna, accident capricieux. Il enseigne d'orienter la première pour apprivoiser la seconde. Le pouvoir durable n'est pas un éclat, c'est une architecture. On bâtit des institutions comme on dresse un barrage, par couche, par révision, par apprentissages humbles. Une promesse tenue devient habitude, une habitude devient règle, une règle devient culture, une culture devient héritage. Le temps long demande des mécanismes de relève, des transmissions écrites, des gestes que l'on répète sans perdre la flamme. Fait méconnu, le Florentin propose une milice citoyenne pour éviter la dépendance aux mercenaires, déjà une pensée de succession et de robustesse. Appliquée à ta vie, le temps long signifie choisir des pratiques qui traversent les saisons. Lecture quotidienne, examen régulier, bilan sobre, rendez-vous sans bruit avec le réel. Appliqué à une œuvre, il signifie préférer un progrès modeste, mais certain à des bons spectaculaires suivis de retombées amères. Travaille sur ton remplaçant, même si tu n'en as pas encore. Écris ce que tu sais, formalise ce que tu fais, prépare les outils qui te rendront moins central et plus utile. Le temps long protège du caprice, guérit les excès, transforme un charisme en service. Il t'oblige à renoncer à quelques feux d'artifice pour gagner un feu continu. Il t'enseigne que l'éclat sans héritage fatigue, alors qu'un héritage bien construit éclaire longtemps. Si tu doutes, regarde les maisons qui tiennent. Elles ont un rythme, des archives, des rites, un cœur qui bat plus lentement que la mode. Adopte ce battement, et ton œuvre cessera d'être une performance pour devenir une maison où d'autres pourront respirer, apprendre et continuer. Pour longtemps. Tu as vu les mécanismes, maintenant il faut des gestes qui les incarnent au quotidien. Pas des recettes, mais des rituels sobres qui ancrent ta lucidité, protègent ta paix et aiguisent ton influence. Ce chapitre te donne des outils concrets, simples à exécuter, sévères à maintenir, capables de transformer doucement ton axe intérieur en trajectoire visible et durable pour tous. La première technique que tu dois installer est le carnet de lucidité, une pratique brève et régulière qui compare tes intentions à tes actes pour dissiper l'autocomplaisance. Chaque matin, écris 3 lignes. Ce que tu veux servir aujourd'hui, ce que tu refuses absolument, l'unique geste prioritaire qui incarne ton axe. Chaque soir, écris 3 lignes encore. Ce que tu as réellement servi, ce que tu as toléré par faiblesse, l'ajustement précis pour demain. Garde le format austère, sans lyrisme. Le but est la justesse, pas la beauté. Classe tes entrées par 3 catégories simples,
Mission, relation, hygiène intérieure. Dans mission, note les livrables concrets. Dans relation, observe les promesses et les limites. Dans hygiène intérieure, écris l'état émotionnel dominant. Chaque fin de semaine, relis sans te juger, souligne en une couleur les répétitions utiles, en une autre celles qui trahissent une fuite. Si tu constates des écarts récurrents, transforme la leçon en règle courte, formulée à la première personne, et place cette règle en tête de page pendant 7 jours. Pour surmonter l'obstacle de la dispersion, prépare la veille le carnet ouvert et le stylo prêt. Réduis l'exercice à 5 minutes mesurées. Quand la honte murmure de mentir, rappelle que le carnet n'est pas un tribunal, c'est un laboratoire. Si tu oublies un jour, ne dramatise pas. Reprends immédiatement. Ajoute enfin une ligne de gratitude concrète, non pour te flatter, mais pour stabiliser l'esprit et éviter que la lucidité vire à l'amertume. Au bout de quelques semaines, tu verras apparaître des motifs. Tu distingueras l'habitude de la vocation. Tu découvriras où ton temps fuit. Alors la lucidité arrête d'être un mot. Elle devient une géographie qui oriente tes pas sans bruit et te rend plus lourd que les vents du moment. La deuxième technique consiste à cadrer avant de répondre, afin de reprendre la main sur l'attention et la logique d'une scène. Avant toute proposition, formule à voix intérieure 3 repères. La question exacte à traiter, la conséquence probable si rien ne change, et le critère de succès observable. Commence ensuite par reformuler calmement pour que chacun entende la même chose. Si l'on te presse d'opter entre 2 options appauvrissantes, propose une 3e voie qui requalifie le problème sans humilier. Lorsque la discussion s'enlise, demande un temps court, rassemble les faits vérifiables, pose un calendrier minimal. Utilise des phrases sobres qui orientent sans théâtralité. Je veux clarifier, voici le périmètre, voici l'impact, voici la prochaine étape. Retiens-toi de défendre ton intention. Défends le cadre qui permettra de l'évaluer. Prépare un canevas écrit pour les réunions délicates. Objet, contexte, enjeu, options, risque, décision, suivi. Le simple fait de l'annoncer calme les imaginaires, car il offre une maison au débat. Obstacle fréquent, la peur de paraître autoritaire. Tu la traverses en rappelant que le cadre protège tout le monde, toi compris. Autre obstacle, l'interlocuteur qui joue l'urgence pour t'arracher un consentement flou. Demande alors quel serait le coût d'attendre un délai raisonnable et fais expliciter la responsabilité engagée. Dans ta vie intime, cadre aussi, nomme la question, nomme la limite, nomme le prochain rendez-vous. Dans le travail, refuse les échanges sans ordre du jour et propose un schéma en amont. Avec l'habitude, tu constateras une surprise. En te concentrant sur le cadre, tu parles moins, mais tu décides mieux, et l'on te demande plus souvent d'animer les moments difficiles. Le cadrage n'est pas une manipulation, c'est une hygiène de vérité qui rend la conversation féconde, même lorsque les intérêts divergent. Garde cette rigueur. La 3e technique est la latence volontaire, l'art de laisser retomber la poussière avant de parler, afin que ton jugement ne soit pas capturé par la précipitation. Conviens avec toi d'un délai minimal entre stimulus et réponse pour les sujets sensibles, quelques respirations, une marche courte, une nuit. Annonce parfois ce délai, non pour gagner du pouvoir, mais pour garantir la qualité de ta décision. Utilise le brouillon au lieu de l'envoi immédiat. Relis le lendemain pour épurer la charge émotionnelle et réduire les justifications inutiles. Dans les réunions, garde une réserve visible. Prends des notes, pose une question, propose un point de synthèse ultérieur. Dans les conflits, remplace les accusations par des demandes claires et datées. Crée un répertoire de réponses tardives. Je prends note, je vérifie, je reviens avec une proposition. Voici le créneau. Cette latence révèle les agendas cachés. La personne qui s'agite se dévoile, celle qui coopère se stabilise. Obstacle classique, la peur d'être dépassé. Elle diminue quand tu distingues l'urgent vital de l'urgent théâtral et que tu protèges ton temps le plus créatif. Autre obstacle, l'interprétation hostile du silence. Déjoue-la par un accusé de réception bref qui reconnaît la demande sans t'enchaîner. Pour entraîner la latence, pratique un jeûne d'opinion 1 jour par semaine. Dans ta vie intérieure,
La latence prend la forme d'un rituel simple au réveil. Respiration, écriture, lecture lente. Dans la vie sociale, elle devient un art de la relance. Ramener la conversation à l'objet, énoncer un pas, fixer un moment pour conclure. Avec le temps, tu verras que la latence n'affaiblit pas ta présence. Elle l'épaissit. Ta parole devient rare, ton geste devient net, ta trajectoire cesse de répondre au vacarme pour suivre l'axe que tu as choisi. Vraiment utile. La 4e technique est la cartographie des désirs, un inventaire des besoins qui gouverne les comportements autour de toi, afin d'éviter la naïveté et d'offrir des détours. Prends une feuille pour chaque scène et dresse 4 colonnes. Acteurs, désirs probables, peurs associées, propositions possibles qui respectent ton axe. Reste modeste dans tes hypothèses. Écris des verbes simples, évite les jugements d'intention, vérifie par question au lieu d'affirmer. Propose un miroir à chaque désir légitime, reconnaissance par un espace d'expression, sécurité par un calendrier clair, contrôle par des jalons, utilité par une responsabilité précise. Quand un désir menace ton intégrité, offre un détour, une alternative cadrée qui apaise sans t'enchaîner. Planifie tes messages selon ce tableau. Ajuste le rythme, choisis l'angle, place un seuil d'entrée. Obstacle fréquent, la culpabilité qui te pousse à satisfaire tout le monde. Rappelle-toi que servir bien nécessite de nommer ce que tu ne serviras pas. Autre obstacle, la tentation de manipuler. Protège-toi par une règle écrite. Je ne propose que ce que je peux tenir sans abîmer la confiance. Dans la vie intime, utilise la cartographie pour clarifier les attentes avant qu'elles ne tournent au procès. Dans le travail, serre temps pour préparer une négociation. Liste les intérêts, repère les concessions supportables, choisis tes lignes rouges. Réévalue la carte après chaque échange. Corrige tes erreurs sans honte. Au fil des semaines, tu verras que la tension baisse, non parce que tout le monde obtient tout, mais parce que chacun comprend mieux le terrain et peut avancer. Tu redeviens pilote de ce que tu offres et élargis ton influence par la clarté. La cartographie n'est pas un stratagème, c'est une éthique sobre qui donne aux désirs leur place sans les laisser gouverner ta vie. La 5e technique est l'entretien de la réputation par la rigueur des promesses, car ta densité perçue dépend moins de ta visibilité que de la fiabilité de tes engagements. Établis un registre de tes promesses. À qui, quoi, pourquoi, quand, conditions de réussite, conditions de révision. Chaque semaine, passe en revue et classe les éléments en tenue, en cours, à corriger. Quand tu fais une promesse, écris-la à la personne et reformule en une phrase mesurable. Préfère des promesses modestes, tenues. Apprends à dire non avec sobriété, sans justification excessive. Propose une alternative réaliste ou un calendrier honnête. Si tu commets une erreur, répare vite, explique court, offre un geste concret. Crée un rituel d'annonce des refus. Gratitude, périmètre, critères futurs. Dans les situations sensibles, demande un temps de vérification plutôt que de céder à la pression d'un oui immédiat. Obstacle classique, le besoin d'être aimé. Il se traverse en te rappelant que la clarté protège mieux l'estime que la complaisance. Autre obstacle, l'accumulation de micro-promesses implicites. Détricote les en nommant ce que tu ne fournis pas. Dans le travail, lie ta réputation à des livrables visibles et datés. Dans l'intime, lie-la à des gestes répétés plutôt qu'à des promesses. Si une rumeur t'atteint, réponds par un contre-signe plutôt que par un plaidoyer. Rappelle-toi qu'une seule promesse, tenue dans la tourmente, vaut plusieurs succès en météo favorable. Avec le temps, ce minimalisme sculpte une image solide. On te sollicite mieux, on te cherche pour les tâches cruciales, on te protège dans les tempêtes, non par faveur, mais parce que ta parole est devenue une charnière fiable. Cette technique ne produit pas des applaudissements rapides. Elle installe une gravité calme qui finit toujours par peser davantage que le bruit. La 6e technique est l'architecture des alliances et des seuils, afin que tes liens te fortifient sans t'enfermer. Commence chaque collaboration par un document bref qui clarifie l'objectif, le périmètre, les responsabilités, les points de revue, les modalités de sortie. Installe une période d'essai, critères simples et rendez-vous datés. Nomme un référent par partie pour éviter les dialogues flous. Répartis les risques. Partage des informations utiles. Protection des informations vitales. Redondance en cas d'absence.
Fixe un droit d'alerte sans sanction pour que chacun puisse signaler un décalage sans passer par la scène. Introduis des seuils d'accès. On n'ouvre pas tout d'emblée, on mérite la confiance par étapes. Dans l'intime, adopte le même esprit. Connaissance graduée, secret partagé avec prudence, refus des promesses nées dans l'ivresse. Obstacle régulier, la confusion entre affection et contrat. On s'y perd quand on demande à l'un de remplacer l'autre. Protège la douceur par la clarté. Autre obstacle, le partenariat à dominante unique. Si un lien supporte tout, il finit par te posséder. Crée des relais, multiplie les appuis, garde un espace à toi où tu décides seul. Lorsque l'alliance se tend, convoque les critères écrits au lieu d'argumenter sur les intentions. Propose un pas mesurable et fixe un nouveau point d'étape. Si l'alliance devient servitude, sors sans fracas, explique court, remercie pour le trajet partagé, puis ferme la porte. Culpabilité. Dans le travail, n'attache pas ta survie à une seule faveur, diversifie tes canaux. Dans la vie civique, soutiens les institutions qui encadrent les pouvoirs et empêchent la personnalisation. Cette technique demande de la patience, car la confiance s'éprouve. Mais à la longue, tu gagneras une liberté plus ample. Tes liens respireront, tes refus seront entendus, et ta parole, parce qu'elle naît d'un cadre respecté, pèsera davantage. La 7e technique est le calcul lucide des coûts, pour cesser de payer en silence des prix que tu n'as jamais choisis. Établis une matrice simple pour chaque décision. Options, bénéfices attendus, coûts en argent, énergie, réputation, liberté, attention, sommeil. Ajoute la case oubliée, le coût de ne rien faire. Assigne à chaque coût une échelle qualitative utile, léger, soutenable, lourd, inacceptable. Décide ensuite en fonction de ton axe, non de l'émotion du moment. Écris à l'avance tes non négociables, ces points où tu préfères perdre court plutôt que de te vendre long. Prépare des seuils d'arrêt pour éviter l'entêtement. Si tel signe apparaît, je reviens à la table, je coupe, je révise. Obstacle fréquent, l'orgueil blessé qui maintient l'investissement pour sauver l'image. Traverse-le en demandant à une personne de confiance de revoir les critères avec toi. Autre obstacle, la culpabilité qui te fait payer pour tous. Réponds par une règle, je soutiens ce que je peux porter, pas ce qui m'éteint. Dans le travail, chiffre le temps nécessaire avant de promettre, puis augmente la marge si l'environnement est instable. Dans l'intime, compte combien d'énergie m'offre ce lien, combien en consomme T-il, quel horizon propose T-il. Révise la matrice régulièrement pour éviter les décisions prises sous charge émotionnelle. Rappelle-toi que le prix juste est parfois un non immédiatement, parfois un oui tardif, parfois un silence. Le calcul ne tue pas la générosité, il la protège des fuites. À force de pratiquer, tu verras ton agenda devenir un document. Il dira ce que tu sers, ce que tu refuses, où tu mets ta saison. Tes choix gagnent en densité, tes alliances en clarté, et ta paix cesse d'être accidentelle pour devenir la conséquence d'une économie intérieure maîtrisée. La 8e technique est la discipline émotionnelle, afin que tes affects conseillent sans régner. Établis un protocole quotidien chaque jour pour abaisser le bruit interne. Respiration lente, marche, eau, écriture de 3 lignes au réveil, lecture d'un passage. Avant chaque échange difficile, fais un inventaire. Colère, peur, vanité, hâte, nomme l'émotion dominante. Choisis la conduite associée, fixe un seuil de silence si elle déborde. Pendant l'échange, parle plus lentement que d'habitude et reformule avant de contredire. Après l'échange, vérifie ce qui t'a piqué et ce que tu veux encore servir. Pratique un jeûne d'opinion hebdomadaire. Aucune publication ni commentaire. Tu observes le monde passer sans avoir à y coller ton humeur. Crée 3 phrases d'ancrage que tu répètes lorsque la vague monte. Je ne dois pas tout prouver. Je cherche la justesse. Je garde le cap. Obstacle majeur, l'ego blessé qui veut la réponse brillante. Offre-lui un cahier, pas un micro. Autre obstacle, la fatigue qui rétrécit ton monde. Traite le corps comme une alliance sacrée. Sommeil, sobriété, compagnie choisie. Dans les moments critiques, déplace l'énergie par des gestes simples. Eau, posture droite, regard, quelques pas. Dans l'intime,
Protège la pudeur de tes blessures. Choisis un lieu sûr et une personne pour les déposer. Évite l'exposition publique qui fabrique des spectacles. Dans le travail, stabilise ton rythme en posant des rituels qui balisent les séquences, afin que l'émotion n'occupe pas tout l'espace. Cette discipline ne t'éteint pas, elle t'accorde. Avec le temps, tu remarqueras que les mêmes provocations glissent, que les mêmes flatteries te laissent calme, que les mêmes urgences perdent leur pouvoir. Ta présence gagne en poids, et ta parole devient un outil précis, utile aux autres, parce qu'elle n'est plus l'écho capricieux de tes tempêtes. La 9e technique est le secret fécond, un espace réservé où les projets se fortifient avant l'exposition, non pour dissimuler, mais pour mûrir. Définis 3 cercles d'information. Toi seul, quelques alliés de confiance, le public légitime. Écris une charte de confidentialité. Ce que tu gardes, ce que tu partages, quand tu ouvres. Annonce cette charte aux personnes clés afin d'éviter les malentendus et d'installer une attente saine. Quand une idée naît, protège-la du bruit. Documentation, calendrier, critères de décision, personnes consultées. Offre des mises à jour sobres aux alliés, sans livrer la totalité. Recueille leurs objections, ajuste, avance. Quand vient le moment d'ouvrir, donne d'abord la raison, puis la forme, puis le pas concret pour participer. Obstacle classique, la peur d'être accusé d'opacité. Tu la traverses en expliquant que le secret n'est pas un mur, c'est une gestation. Autre obstacle, la tentation du mystère pour créer de l'aura. Résiste-y, car le secret n'est fécond que s'il sert la clarté et le soin. Dans l'intime, il protège la pudeur et évite de transformer les blessures en spectacle. Dans le travail, il permet des négociations sans panique et des corrections sans humiliation publique. Pratique aussi le secret envers toi. Garde des heures sans réseau, des espaces sans notification, des notes que tu n'offriras jamais, afin que ta pensée conserve un poids propre. À intervalles réguliers, réévalue ce que tu dois ouvrir pour ne pas te refermer par habitude. Tu verras naître un bénéfice, la fiabilité. Les autres apprendront qu'avec toi, la parole trouve asile, que tu ne vends pas la confiance pour un peu d'attention. Alors ton oui prend de la valeur, tes offres deviennent plus désirables, et ta présence inspire un calme qui protège les relations au lieu de les exhiber. La 10e technique est l'orientation vers le temps long, afin que tes efforts cessent d'être des feux d'artifice et deviennent une flamme entretenue. Définis un axe transmissible en peu de mots, puis crée des rituels hebdomadaires qui le rendent visible, bilan, bref, choix des priorités, préparation du prochain pas. Écris ce que tu apprends, formalise ce que tu fais, pour que demain, une autre personne puisse continuer. Crée des archives simples, décisions, raisons, résultats, erreurs, révisions. Planifie des saisons de travail et des saisons de recul et protège les frontières entre elles. Travaille sur ton remplaçant imaginaire. Si tu disparaissais, que faudrait-il pour que l'œuvre tienne? Dans chaque projet, bâtis des mécanismes de relève, des procédures sobres, des routines claires. Dans ta vie intérieure, choisis des pratiques patientes qui ne dépendent ni de l'humeur ni de l'actualité. Lecture lente, silence, écriture, exercice. Obstacle habituel, la quête d'applaudissements rapides, réponds y en posant des métriques vérifiables et lentes. Autre obstacle, la dispersion. Concentre-toi sur peu d'initiatives, mais tiens-les avec entêtement doux. Apprends à préférer une progression modeste et sûre à une ascension spectaculaire suivie d'une chute. Réserve un temps pour transmettre, mentoring, documentation, partage, afin que le savoir sorte de ta tête et irrigue la maison commune. Révise régulièrement les fondations, finances, outils, alliances, santé. Rappelle-toi que le temps long n'est pas l'ennemi de la passion, il en est de la forme adulte. Avec cette orientation, tu te réveilles moins sous l'emprise des modes et tu entres dans une fidélité qui, à force de constance, transforme une simple intention en héritage vivant et partageable. Note tes cycles d'énergie et respecte-les. Fixe des dates symboliques pour mesurer les écarts. Choisis des compagnons capables de te rappeler l'axe. Reste patient. Tu as entendu un avertissement que beaucoup préfèrent couvrir de bruit,
parce qu'il exige de regarder les ressorts qui déplacent les êtres plutôt que les discours qui les décorent. Tu sais désormais que la lucidité sans haine fonde la liberté, que les désirs cartographiés expliquent les trajectoires, que l'asymétrie de l'information se gagne par le tempo, que la réputation pèse plus que la visibilité, que le cadrage oriente les perceptions, que le silence choisi est un outil d'oxygène, que le calcul des coûts protège l'essentiel, que les alliances respirent grâce au seuil, que la discipline émotionnelle rend à l'âme sa souveraineté et que le serment intérieur sauve ta route quand les lumières publiques se brouillent. Tu as vu aussi l'envers du décor, l'ambivalence du bien qu'il faut armer pour durer, l'économie des signes qui parle plus juste que les plaidoyers, la clémence calculée qui pacifie sans produire des martyrs, la contagion des affects qu'il faut canaliser, les seuils et rituels d'entrée qui protègent la paix, le retrait stratégique qui recompose la force, le secret comme don structurant, l'ego collectif qui confond loyauté et adoration, les fictions nécessaires à distinguer des mensonges corrosifs et la patience du temps long qui transforme l'éclat en héritage. Tout cela ne t'invite pas à devenir dur, mais précis, non à te fermer, mais à devenir moins disponible au gaspillage. Si ce chemin te parle, commence petit et droit, un carnet de lucidité dès demain matin, un cadrage avant chaque réponse importante, une latence assumée quand la pression monte, une carte sobre des désirs en jeu, un registre clair de promesses, un document simple pour toute alliance, une matrice des coûts, un protocole d'hygiène émotionnelle, une charte de confidentialité pour ce qui doit mûrir, et un rendez-vous hebdomadaire avec le temps long. Tu découvriras alors que la douceur cesse d'être naïveté pour devenir puissance gouvernée, et que l'intégrité n'est pas une posture fragile, mais une architecture vivante. Si tu veux ancrer cette trajectoire, écris en commentaire la phrase qui la résume pour toi et qui testera ton courage discret. Je choisis la lucidité armée et la bonté disciplinée. Si ce message t'a servi, abonne-toi, aime cette vidéo, partage-la à une personne qui a besoin de cesser de payer en silence des prix qu'elle n'a pas choisis, et garde en tête la seule promesse qui vaille, tenir ta parole envers toi. Car au bout de ce chemin, Machiavel n'enseigne pas la froideur, il enseigne l'accord lucide avec le réel, afin que ton oui devienne rare, ton non paisible, et que ta présence, sans éclats inutiles, installe autour de toi cette gravité simple où l'on respire mieux, où les actes pèsent, et où les jours, enfin, ne se perdent plus,